Tiens, mais pour qu'on finisse là-dessus, sur ces histoires, Wilfried, Johnson & Johnson qui se coupe en deux, Toshiba, General Electric qui se coupe en trois, on pourrait mettre Engie aussi, qui a quand même vendu un énorme pan de son... Siemens. Oui, mais là, en ce moment, il y a un truc, là, sur un mois, il y a, bim, quatre éléments majeurs. Les conglomérats n'ont plus la cote, clairement. Ouais. Mais c'est cyclique, ça, non? Alors, c'est à la fois cyclique et ça arrive quand même très souvent, puisque la dernière, le grand conglomérat que j'ai en tête, c'est Siemens, et les décisions qui avaient été prises, c'était des décisions fin des années 90, justement au moment de la montée très très forte des marchés actions, disant on valorise les perspectives de croissance bénéficiaire et la lisibilité maximale des business models qu'on nous donne. Le problème, c'est quand vous êtes dans ces périodes-là, vous êtes un espèce d'énorme cartel avec peut-être des synergies à l'intérieur, mais dont personne ne sait exactement mesurer l'ampleur, la pertinence, ni la durée. À un moment donné, vous avez une pression qui est très forte de la part de vos actionnaires, disant on aimerait avoir, plus de transparence, et deux, peut-être un peu plus de rentabilité. Ça, c'est l'histoire, par exemple, typique de Johnson & Johnson, disant à un moment, je vais séparer l'entité qui a beaucoup de rentabilité et l'entité qui va porter beaucoup de liability, justement, beaucoup de responsabilité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on parlait de Schumpeter tout à l'heure, c'est un peu la revanche de Friedman. C'est-à-dire cette fameuse lettre de Milton Friedman, ce fameux article disant aujourd'hui l'objectif d'une entreprise c'est la rentabilité pour ses actionnaires et uniquement la rentabilité pour ses actionnaires. Alors certes, on est passé de l'actionnariat à l'environnement, à toutes les parties prenantes. Mais ça reste l'efficacité. Mais ça reste à un moment donné l'efficacité. Et à un moment donné, les décideurs restent les actionnaires. Et quand la performance reste trop en décalage avec le reste du marché, les actionnaires perdent patience. Et ça se vérifie partout. Donc, très intéressant. Ça reste une base. Et tu sais qui en a empêché de le faire? C'est EDF. Exactement. EDF aurait dû le faire si il avait eu donc ce fameux projet Hercule, s'il avait eu des actionnaires qui n'étaient pas des actionnaires politiques. Exactement. Nicolas? Moi, je pense que c'est parler d'effets de mode. Je pense que c'est plus aux effets d'entreprise. C'est au niveau micro que ça se passe plutôt. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que c'est Bouygues qui a racheté Engie. Donc, et Bouygues est dans l'immobilier, dans les télécoms. Donc, ils sont aussi une forme de conglomérat. Donc, on a un effet de performance qu'on a ou qu'on n'a pas. Et les marchés amplifient à la hausse quand ça se passe bien et amplifient à la baisse quand ça se passe moins bien. Et du coup, la pression devient intenable. Et derrière, on se retrouve tout de suite avec un contrôle du capital. Donc, quand c'est une famille qui tient, elle peut mettre les creux de vague. Quand on est dans le cas typiquement de Johnson & Johnson, capital plus haut éclaté, à ce moment-là, on a la pression des actionnaires, on a la pression aussi de tous les partenaires conseils, parce que c'est de leur intérêt, les avocats, les banquiers, etc. Tout à fait. Tout le monde vient, après avoir vendu... Il y a de la commission qui circule dans ces histoires-là, absolument, très important. Tout le monde vient se nourrir sur la bête au moment où elle souffre un petit peu, et puis on repart plus petit, puis on regrandit. Donc, c'est plutôt des cycles d'entreprise, je pense, que des cycles de marché. Et c'est la même pression qui a lieu, par exemple, sur Richemont. Un mot, parce que non, mais sur Bouygues et Quantz, alors il se trouve que moi j'en avais discuté précisément avec quelqu'un chez Eiffage, puisque Eiffage était aussi candidat, donc sur ce rachat des Quantz et sur les valorisations que ça prenait. Dans un mot très intéressant, il m'a dit, vous savez ce qu'on rachète avant tout? 70 000 personnes à peu près bien formées. C'est-à-dire dans la guerre des recrutements et des talents, les people formés multifaces prennent une valeur qu'on n'imaginait pas. Et internationaux. Voilà. Et internationaux. Stéphane. Il y a une donnée, alors évidemment en gestion de patrimoine c'est enfoncer une porte ouverte, mais il y a une donnée qui est une donnée de duration. Le problème du conglomérat, c'est une question d'abord de timing du marché global, du projet global du conglomérat. Je pense à Jean-Marie Messier et le Vivendi des années 2000. En fait, il avait raison, mais 10 ans trop tôt. Non, il avait tort. Bon, mais fermons la parenthèse. Il n'a jamais eu raison. Il était plus spécialiste que moi sur le sujet. S'il avait eu raison, ça existerait aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ok. Voilà. Bon, alors je reprends ce que je dis. Reprenons. On reprend. Voilà. Nicolas connaît très bien aussi. Les contenus et les tuyaux, mais c'est... Oui, mais ça, c'est un truc... une soirée. Pardon Stéphane, mais c'est un truc que j'entends sans arrêt et qui m'énerve sans arrêt. Il a eu raison trop tôt. Non, il a eu tort, il a toujours tort, il aura toujours tort. Je vais reprendre mon propos. Je vais reprendre mon propos. Je pense qu'il avait raison sur la mutation globale des médias, on va dire ça comme ça, mais il était lui, pardonnez-lui, en an 2000. Donc il n'avait pas la spécificité, la vision de l'an 2020. J'arrêterai là-dessus pour ne pas rentrer dans le débat. Et c'est indéniable, personne ne peut dire le contraire. Et je connais un tout petit peu le digital. Je peux vous garantir qu'il savait, il ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais l'idée globale, c'était ça, pour connaître le sujet bien de l'intérieur.
Je peux vous garantir que... Bon. Mais non, mais l'idée... Alors, mais attends, parlons-en. Puis alors, pour le coup, Nicolas en parle. L'idée qui pouvait être pertinente à ce moment-là, d'une certaine manière, Amazon est en train de faire la même erreur, par exemple, avec le foot français et tout. L'idée que tu allais vendre un tuyau à des gens en achetant un contenu est une idée qui n'a jamais été validée. Point à la ligne. Bien sûr. Voilà, parce elle n'est pas pertinente. Alors justement, l'idée c'était simplement de se dire de quel est le contenu. C'était juste ça. Donc l'idée c'était de... Mais peu importe, tu ne vends pas un tuyau en vendant un contenu. Voilà, ce sont deux éléments différents. Amazon a peut-être tort sur la Ligue 1, Amazon a tort avec Prime. Je suis pas sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100%. Mais on verra. On verra la rentabilité du truc. Non. Prime Vidéo, on parle de Prime Vidéo. Revenons sur le sujet. Alors on oublie ça. Si tu veux, l'idée que les contenus... Tiens, on fait une pause et on en reparle après. Ça m'intéresse. Il faut qu'on fasse une pause. Et puis Nicolas, pour le coup, c'est son métier. Donc, il connaît ça. Allez, on fait une pause. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, on repart, les amis. Alors Nicolas, on le dit d'un mot, ta boîte aujourd'hui aide, mais justement les créateurs de contenu à se créer des chaînes thématiques. Voilà à peu près ce que fait Alchimiste. Très intéressant, etc. Donc voilà, tu as une vraie vision sur ce qu'est le contenu. Donc dis-moi oui ou non. Aujourd'hui, tous ceux qui considèrent les contenus globalement comme des goodies, je vais attirer le chaland, je vais lui vendre autre chose que le contenu grâce au contenu, qui sera une espèce de petit goodies, tout cela se plante les uns derrière les autres. Et ça a commencé avec les opérateurs télécoms dans les années 2000. Surtout les opérateurs télécoms, parce que c'est surtout eux qui ont imaginé acquérir des droits pour pouvoir vendre des abonnements derrière. Exactement. Et que parce qu'on allait leur offrir le foot, par exemple, on allait changer d'Orange pour venir sur SFR. La réalité, c'est que vous n'appelez pas votre opérateur pour débrancher et remettre un autre... Mais là-dessus, j'ai une anecdote. Vas-y. Parce que, flashback, en fait, on n'a rien inventé. Vous vous souvenez de Louis Hachette ? Louis Hachette, il a écrit des bouquins et puis il avait déjà pensé à la littérature de voyage, les guides bleus, les guides verts, la bibliothèque rose, et il fallait les vendre, les relais H. Donc je construis l'endroit, je construis le tuyau pour pouvoir les distribuer. Donc au début, ça marche parce qu'il faut contrôler un peu tout le marché et avoir le point de distribution et les contenus. Mais très vite, ça a explosé. Hachette est parti en tant qu'éditeur, créateur de contenu, vendre partout, chez Payet, chez la Fnac. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Et puis les tuyaux, d'un seul coup, se sont mis à vendre des bonbons, des mousses à raser, et ainsi de suite, parce qu'on ne pouvait pas dépendre. Donc en fait, ça peut être vrai à un moment donné d'équilibre, de création de marché, pour donner un peu de fluidité, mais en tous les cas, sur le long terme, c'est pas vrai. Tiens, moi aussi, anecdote pour anecdote, je peux le dire maintenant, parce qu'il y a prescription. Avant de vendre Next Radio à Patrick Drahi, donc avant de vendre ses contenus à un opérateur télécom, Alain Veil disait pique prendre de cette stratégie en disant mais Airbus ne va pas racheter Air France, ça n'aurait aucun sens et vous fermeriez un marché. Voilà. Ça n'a plus de sens aujourd'hui parce que l'internationalisation. Donc je reprends mon propos. Vas-y, pardon. Justement, l'exemple d'Hachette est un excellent. Quand j'ai dit, j'ai rien que Jean-Marie Messi ni quoi que ce soit, je dis juste que Vivendi dans l'absolu, dans la structure du temps. Que je parlais du temps. Il lâchera pas. Non, mon propos, c'est qu'en l'an 2000, l'idée, ça a merdé. Enfin, Warner et tout ça, moi je l'ai vécu de l'intérieur à AOL. Enfin, ça a été. Au final, quand tu découpes et que tu te mets 20 ans à l'arrière avec le spectre et le prisme des 20 ans arrière, tu te dis, ils ont fait des trucs invraisemblables. Je te parle même pas des endettements. Non, mais des endettements. Bon, allez, vas-y, fini. Je reprends. Sur le timing, c'est exactement ce que Nicolas vient d'expliquer sur Hachette. En fait, le conglomérat, il a un temps T où il est utile parce que justement tu as une notion un peu monopolistique souvent due à l'innovation soit de ton idée ou de ton produit et tu vas jusqu'au bout de la chaîne. Là tu engendres un synergie, maximum etc. de cash. Absolument. Et après derrière, parce que ton timing change, c'est pas forcément la faute des actionnaires, c'est aussi la stratégie. Je prends le groupe Accor qui à un moment donné avait cette stratégie de conglomérat entre guillemets qui était je vais prendre l'exploitation des hôtels, mais je veux aussi avoir les murs, et qui à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, a commencé à céder petit à petit, au-delà des franchises, j'entends, pour exactement les mêmes raisons. Parce que finalement, ils ont même voulu le faire en tant que distributeur. Et aujourd'hui, figure-toi qu'ils ont même une troisième activité, puisqu'ils font de l'asset light, c'est-à-dire qu'ils n'exploitent plus
leurs résidences, ils ne mettent qu'à disposition des concessions de la marque. Donc tu peux avoir c'est même un que ça Mama maintenant. Shelter. Non, mais C'est même que un ça. Mama encore, Shelter, il n'assure même plus l'exploitation. Non, mais Donc je tu as des comprends rien, intermédiaires quoi. qui sont venus prendre du marché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans le timing, le banque. Oui, va au bout quand même, là, il faut finir. Non, bah, vous me coupez, les enfants. Le timing de l'actionnaire, à un moment donné, c'est de se dire, est-ce que je veux être actionnaire finalement de la foncière ex-accord, parce que là, je vais avoir une vision plutôt long terme avec des rendements plutôt moyens, mais un niveau de risque beaucoup moins important, ou est-ce que je veux avoir, comme un actionnaire plus agressif, le retour sur investissement, typique fonds d'investissement américain, etc., où là, j'ai besoin d'avoir 2 chiffres sur mon rendement. C'est pas forcément toujours ça qui est la motivation, mais le timing est hyper important dans la vie profonde de chacun des actifs d'une entreprise. Bien. Et Le sens Vive du temps. Jean-Marie Messier. Le sens du temps. Et dernier point, ce que je fais aussi quand même très régulièrement, rendre hommage à Patrick Cron, hein, voilà. Patrick Cron. Non, mais sérieusement, assez peu de chefs d'entreprise ont été traînés dans la boue, comme Patrick Cron a été traîné dans la boue quand il a fait ce geste salvateur de vendre la branche énergie d'Alstom à General Electric. On en est où aujourd'hui? Alstom Transport est le roi européen du train. Et a racheté Bombardier. Et General Electric est morte. Voilà. Exactement. Voilà le sujet. Exactement. Parce que c'était pas du tout le même métier en fait. Exactement. Donc Non, mais surtout, il avait compris qu'on était arrivé sur les turbines à gaz à un bout de cycle et qu'il fallait s'en débarrasser très vite. Parce que tout ça, quand même, mange énormément de capitaux. Énormément, très très vite. Le sens du temps.